Quel courant de parentalité suivez-vous? On pourra en distinguer deux en France principaux. Le premier serait celui lié aux théories freudiennes, plutôt d'ordre psychologique, qui sont donc en France depuis de nombreuses années. Et puis un courant un peu plus récent que l'on pourrait nommer la parentalité dite positive. Ces deux courants ont bien entendu des choses qui se distinguent, mais aussi des choses pour lesquelles elles sont d'accord, toutes les deux. C'est donc avec surprise que je constate que sur les réseaux sociaux, un débat va avoir lieu. Celui-ci se déroulerait entre Caroline Goldman, psychologue, plutôt du courant freudien, et donc une personne qui représenterait l'Institut Petite Enfance de Boris Cyrulnik, lui-même neurologue. Cette conversation, annoncée, provoque déjà de nombreuses réactions. Évidemment, chaque personne confrontée à cet échange se positionne en se demandant mais est-ce que mes principes éducatifs sont les meilleurs? Et donc, de fait, il y a de nombreux commentaires. Nous évoquerons ensemble quelques points des points de divergence, mais aussi des points où les deux courants se rassemblent. Le but étant pour moi de nourrir votre réflexion et que vous puissiez déterminer ce qui vous intéresse ou ce que vous souhaitez délaisser. Les réseaux sociaux sont souvent le théâtre d'échanges musclés. La parentalité, quant à elle, n'est pas ménagée par rapport à ce type de discussion. Là, nous prenons ensemble les deux courants principaux donc, qui s'opposent, en tout cas d'après certains ou certaines intervenantes, c'est-à-dire ce côté plutôt freudien, donc qui indique que dès l'enfance, le chérubin a nécessité de se confronter à la loi, à l'autorité, il n'est fait que de désirs et de pulsions. Les enfants veulent ce dont ils désirent de tout leur cœur qu'on les limite. Et puis de l'autre côté, plutôt la parentalité dite positive, qui elle valorise la théorie de l'attachement et a plutôt à cœur, de ce que j'en ai compris, de valoriser des échanges entre adultes et enfants qui seraient plus sur une démarche de coécoute et d'échange sur le même plan, de façon équidigne, et non pas égalitaire, puisque forcément l'adulte a une position dominante face à son enfant, puisqu'il en est aussi responsable. Ou plutôt une démarche d'équidignité, c'est-à-dire que chacun s'y retrouve. Voilà, ces deux courants-là sont donc en général opposés, mais donc des personnes comme Caroline Goldman estiment que le courant de la parentalité dite positive est même la source des plus grosses difficultés parentales. Elle évoque même que 75% de ces consultations seraient liées à l'éducation dite positive. Depuis environ 8 ans, 75% des consultations qui arrivent, ce sont des problématiques de limites éducatives dans des familles absolument délicieuses, avec des parents très bien accordés, présents, mobilisés face à leurs enfants et qui pourtant se sont sentis menottés dans l'exercice de leur autorité, ce qui a donné lieu à des débordements pulsionnels envahissants, des tyrannies infantiles, etc. Elle affirme donc que ce serait néfaste pour les enfants et pour les parents. Donc au niveau de cette démarche, c'est son positionnement que nous pouvons concevoir. Il est lié donc à sa formation scientifique, puisque elle a à cœur, elle aussi, comme de nombreuses personnes, de mettre en avant ses compétences scientifiques et ses études qu'elle a suivies et donc qui ont été valorisées par un diplôme. Je ne vous apprends rien, nous sommes en France et le diplôme a valeur de passe-droit presque des fois, puisque le diplôme est donc la seule vertu légitime. Il est pourtant malheureusement connu que certaines personnes sont fort diplômées, mais ne sont pas en capacité de transmettre ou bien d'échanger avec un autre être humain. La compétence et la connaissance ne font pas toujours bon ménage.
J'entends bien qu'il est nécessaire de réglementer certaines professions telles que celles que j'exerce, et je n'y vois évidemment aucun inconvénient. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire et obligatoire d'être dans cette opposition ferme et distinctive qui est tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas de diplôme, donc tu n'as pas de compétences réelles. Je vous avoue que ce n'est pas un point de vue que je partage. Mais je l'entends, hein, clairement, je suis en France et j'ai pleinement conscience de l'endroit dans lequel je vis et donc ses besoins. En utilisant les théories de Freud, eh bien, on s'en sert en général, sous la parentalité, pour asseoir une certaine autorité. Je m'explique. En fait, le père, le parent, devient un tiers séparateur. Cela nécessite donc une autorité. Il doit faire preuve d'autorité. Il n'est pas dans une démarche d'autorité bienveillante, c'est-à-dire qu'il cherche à obtenir de son enfant qu'il adhère à sa proposition parce qu'il estime, il a confiance en son parent, ou parce qu'il estime que ce que son parent dit a valeur. Non, non, il ne s'agit pas là de cette autorité bienveillante, mais bien d'un autoritarisme, en tout cas de faire preuve d'autorité. C'est-à-dire qu'avec la force, la puissance, le parent, puisqu'il est plus fort en taille et en poids, a donc la légitimité, de par ces éléments-là, d'asseoir son autorité en faisant preuve donc de punition ou de châtiment corporel. Oui, parce que en tout cas dans le choix de traitement, par exemple, de Caroline Goldman de ses podcasts, elle met direct au banc les châtiments corporels comme étant quelque chose qui, en France, n'a plus lieu d'être. Je n'aborderai pas ici ce que chacun sait. Vous ne m'entendrez pas louer les vertus de l'amour ou condamner la maltraitance. Ces vérités me semblent aujourd'hui admises par tous, je m'en réjouis, et je pense n'avoir rien à apporter dans ces registres. Pour elle, il est évident que chaque parent sait qu'il n'est pas utile de s'en servir. Je vous avoue que c'est pour moi intéressant de l'entendre, mais c'est quand même mal savoir ce qui se passe dans nos foyers aujourd'hui. De nombreuses familles sont en difficulté pour éviter d'utiliser la violence et le châtiment. Les gifles, les fessées, alors je parle même pas des humiliations, hein, mais là vraiment de ce qui est de façon physique, de ce qui est mis en place sur nos enfants. J'aimerais adhérer à son positionnement, vraiment. Ça signifierait qu'on ait fait un grand pas au niveau français. Mais pour l'instant, pour moi, il est toujours important d'être aussi pédagogue et de soutenir les familles qui souhaitent sortir de cette violence physique. Lorsqu'on s'interroge sur ces violences physiques qui existent toujours en France, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont le début de très lourdes maltraitances. Donc il est vraiment important pour moi de continuer à faire ce travail de fond. Et en tout cas, moi, je souhaite y participer. Le deuxième point qui est important aux yeux de ceux qui utilisent les théories de Freud, ce sont les fameuses frustrations. Alors, pour certains d'entre eux, dès 1 an, il est important de cadrer l'enfant, de lui dire qu'un non, c'est un non, qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut, et que, je dirais même, que sa demande n'est pas légitime, qu'il n'y a pas de raison de l'écouter et de l'accueillir. C'est un choix aussi que je peux concevoir, puisque ça a toujours été pratiqué en ce sens. La confrontation aux frustrations dès l'âge de 1 an est donc en effet une technique qui fonctionne dans les premières années. Pour moi, elles n'ont pas fait preuve d'une démarche scientifique ou même d'une quelconque confirmation que dans les années suivantes, en étant adulte, la personne se sente mieux à vivre ses frustrations. Je vous avoue que là, pour moi, il n'y a pas d'éléments concrets qui puissent intervenir en ce sens. Je vous ai évoqué des points de divergence qui me semblent importants, et maintenant, si nous nous approchons de ce qui est pour moi important, c'est vers quoi on tend tous ensemble. L'idée, en tout cas, de toutes ces personnes, c'est de se réunir afin de soutenir les parents lorsqu'ils en éprouvent le besoin. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté avec leurs enfants pour diverses raisons, et il est important que toute la communauté, quelle qu'elle soit, puisse soutenir ses parents. Et quel que soit comment dirais-je, le courant dans lequel on se situe,
eh bien l'intention est noble, puisqu'elle a pour but d'intervenir auprès des parents, de les soutenir, de leur permettre d'agir différemment pour que leurs enfants grandissent mieux et soient mieux accompagnés. Donc là-dessus, nous nous rejoignons. Et c'est là, pour moi, que c'est essentiel. Il y a d'autres points sur lesquels nous nous rejoignons. C'est tout ce qui est lié à l'amour, aux preuves d'amour que les parents peuvent distribuer, donner à leurs enfants. J'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas, pour ces intervenants, il y a de nombreuses fois le fait que donner de l'amour à son enfant est une évidence et qu'il est important pour que celui-ci se construise. L'autre point où on peut aussi constater des similitudes, c'est sur ce qu'on appelle le couple parental. Il est vrai que lorsque nous devons donner un accompagnement à un enfant, il est souhaitable que les deux parents, enfin le parent et le coparent, puissent travailler main dans la main. Et pour cela, les deux courants sont bien d'accord sur le fait que une communication et puis un échange sur les valeurs est important pour que ceux-ci puissent se mettre en relation et aller dans le même sens pour le bien de toute la famille. Divergences et similitudes dans ces courants de parentalité sont importants à connaître pour savoir où vous souhaitez aller et comment le faire. Je ne vous invite donc pas à débattre sur le bien fondé d'un courant ou de l'autre. Je vous invite à conserver une posture d'accueil et de bienveillance avec les différences et les similitudes afin de vous positionner en tant que parent et de choisir ce qui vous correspond le mieux. Dans cette démarche-là, je vais vous proposer de vous questionner sur différents points. Le premier pourrait être, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, il est nécessaire de s'appuyer sur des données scientifiques ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui oblige en fait un parent à trouver dans des études scientifiques ce qui est le mieux pour son enfant ? Il s'agit là de fonctionner avec la tête, le raisonnement, alors que nombreuses de vos interactions avec votre enfant sont plutôt liées à votre cœur et à quelques éléments de votre cerveau, bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est lié à votre cœur et à ce que vous vivez sur le moment présent. Donc, les données scientifiques peuvent être utiles, mais ne peuvent absolument pas être la base, le socle mouvant, parce que la science évolue, le socle mouvant de votre parentalité. Deuxième question. Qu'est-ce qui fait que dans ces courants, on vous indique une seule et même façon de faire les choses ? Ou autrement dit, qu'est-ce qui fait que l'on souhaite systématiser l'éducation afin que tout le monde fasse la même ? N'est-il pas un peu dangereux de se positionner sur une seule manière de faire alors que nous savons que nous sommes tous différents et uniques, parents ou enfants ? Troisième question. En balayant d'un revers de main l'un des deux courants, n'êtes-vous pas en train de vous priver d'informations intéressantes et qui vous permettront de faire évoluer votre réflexion ou vous permettront de cheminer vers le parent que vous souhaitez ? Pour moi, le non-jugement et la bienveillance ne sont pas que des mots. Ils sont aussi une posture que je tente d'avoir chaque jour de plus en plus. Il est donc nécessaire et important d'avoir cette capacité d'écoute des autres courants pour pouvoir en retirer les ressources les plus intéressantes. En pratiquant le plus possible la bienveillance et le non-jugement, je me permets d'avancer sur ce chemin qui est important. Mais il n'y a pas que moi qui vais pouvoir emprunter ce chemin. À la fois mon enfant ou bien les adultes qui sont autour de moi pourront aussi le suivre s'ils le souhaitent.